Pour moi, la cybersécurité, ça regroupe ce que les gens appelaient la sécurité informatique il y a quelques années. Donc ça inclut des propriétés classiques de confidentialité, de l'information qui circule, de pouvoir authentifier des personnes avant de donner accès à des ressources. Tout ce qui est aussi disponibilité sur les services. Et moi, je travaille sur la protection de la vie privée. Donc pour moi, ça doit englober aussi l'impact que ça peut avoir sur les citoyens. Et donc tous les aspects de collecte des données personnelles, d'usage qui sont faits de ces données, et des risques pour la vie privée des individus. Les réseaux informatiques font partie du cœur d'Internet de nos jours, et en plus, si on regarde les technologies qui émergent, on parle de tout ce qui est les objets connectés, donc on commence à mettre dans les maisons des gens des objets qui vont collecter des données les concernant. Donc, par exemple, l'année dernière, on a eu une attaque de déni de service par des objets connectés qui avaient été hackés. Donc comment est-ce qu'on peut avoir de la sécurité? C'est déjà il faut que ça se fasse à plusieurs étapes. Donc si tu regardes le résumé du débat d'aujourd'hui, poser la question est-ce que c'est les États, les entreprises, les individus qui doivent s'impliquer? Je pense que c'est tout le monde en fait. Ce qu'il faudrait changer par exemple, c'est d'essayer d'inclure l'aspect sécurité dès la conception du service ou du système. Donc plutôt que d'être dans une optique, on va déployer le service sans investir forcément dans la sécurité, mais pour avoir le plus de part de marché, il faudrait dès la conception essayer de penser à comment est-ce qu'on va stocker les données, comment elles vont être chiffrées, qui aura accès, est-ce qu'on va essayer de faire les calculs localement ou est-ce qu'on a forcément besoin d'envoyer toutes les données à un serveur externe. Sur les individus, ça pourrait passer par se poser des questions si j'utilise deux services A et B qui me fournissent la même fonctionnalité, mais que je réalise qu'il y en a un qui collecte beaucoup plus de données qu'il aurait besoin pour me fournir ce service, ou si je vais regarder les conditions d'utilisation et que je me rends compte qu'il se réserve le droit de revendre ou d'utiliser ces données sans me demander mon consentement par la suite. C'est que les individus commencent à prendre conscience des choix qu'ils peuvent faire qui ont un impact sur leur vie privée. Aussi faire tout ce qui est sensibilisation à tous les outils qui permettent de limiter les traces, donc par exemple les outils qui permettent de surfer de manière anonyme, de bloquer tout ce qui est publicité ciblée, traçage par cookies. Donc de rendre ces outils-là aussi plus facilement accessibles au grand public, donc qu'on ne soit pas besoin d'être un expert informatique pour pouvoir utiliser ces outils-là. Et au niveau des États, après, ça demande... Alors on est dans un contexte un peu particulier en ce moment où la surveillance est beaucoup plus mise en avant que la protection de la vie privée, mais il y a des débats de société de fond à avoir sur les risques en termes de vie privée, les technologies de surveillance qu'on déploie, l'équilibre entre sécurité et vie privée qu'on devrait avoir. Et donc moi, ce que j'essaye de prouver aussi, c'est que pour la plupart des technologies que les gens utilisent sur Internet, qui collectent beaucoup de données, on peut réfléchir à des alternatives un peu plus intelligentes où on va changer les mécanismes crypto qu'on utilise ou changer l'architecture, qui permet à l'utilisateur d'avoir exactement le même service. Donc on n'a pas besoin d'aller vivre dans une caverne comme un ermite. Mais juste en changeant la manière dont le système fonctionne, on peut avoir des garanties où on va collecter moins de données sur l'individu, où il aura un meilleur contrôle. Donc il y a toute une optique aussi d'avoir des compagnies qui commencent à se positionner en disant nous on offre un service qui est le même service qu'offrait un non-concurrent, mais en plus on permet à l'utilisateur d'avoir un meilleur contrôle sur ses données personnelles parce qu'on a changé la façon dont le système fonctionne, on a utilisé des mécanismes cryptographiques avancés, où on a permis à l'utilisateur d'avoir un meilleur contrôle sur ses données. Moi, il y a deux aspects qui m'intéressent. D'abord, il y a l'aspect scientifique. Donc, en vie privée, il y a énormément de problèmes scientifiques. Donc, un exemple, ça pourrait être, on a collecté des données de mobilité et puis on se pose la question, comment est-ce qu'on pourrait modifier ces données, les anonymiser avant de les publier, pour être sûr que quelqu'un qui a une information sur certains individus ne puisse pas retrouver les traces de mobilité d'un individu. Donc là, la question scientifique, c'est quel est le processus qui pourrait prendre ces données, les modifier, les publier de telle manière à ce qu'on offre des garanties de vie privée fortes. Donc il y a l'aspect défi scientifique et puis il y a l'aspect impact sociétal. Donc une des choses qui est intéressante en sécurité et encore plus en vie privée, c'est que les recherches qu'on a peuvent avoir un impact direct sur la vie privée des individus. Donc non seulement il y a des questions scientifiques qui sont intéressantes, qui sont difficiles et qui sont motivantes, mais en plus l'espoir qu'on a, c'est que les recherches qu'on a puissent avoir un impact sur la vie privée. Donc ça peut être des recherches qui montrent que cette manière d'anonymiser qui a été utilisée par un certain acteur, c'est pas une bonne manière d'anonymiser parce que nous, on montre qu'on peut réidentifier 50% des individus.